Dernièrement, la plateforme de streaming Netflix a sorti un documentaire sur une marque de vêtements qui, honnêtement, à mon sens, était un petit peu tombé dans l'oubli. Et j'ai trouvé ce petit documentaire suffisamment intéressant pour pouvoir vous en faire une vidéo. À la suite du visionnage de ce film, j'ai en parallèle noté 4 grands points qui ont fait la réussite d'Abercrombie & Fitch, mais qui ont également malheureusement contribué à sa perte, puisqu'aujourd'hui la marque Abercrombie & Fitch a bien moins de succès que ce qu'elle a pu connaître par le passé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous remercier tous les derniers arrivants, les nouveaux abonnés de la chaîne et ceux qui continuent de me suivre. On va bientôt dépasser la barre des 300 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo et je vous en remercie vraiment beaucoup. Et imaginez que ces 300 personnes puissent être avec moi dans une salle, je trouve que ce chiffre est quand même assez impressionnant. Donc voilà, je compte sur vous pour continuer de me soutenir et de m'encourager à travers vos abonnements ou à travers les likes, les commentaires que vous pouvez laisser sous ma chaîne. Alors le premier point qu'on va étudier et qui est vraiment ressorti tout au long du film, qui est vraiment mis en lumière par les journalistes dans ce documentaire, c'est la définition des valeurs de la marque. Pour la petite histoire, à l'origine, Abercrombie & Fitch, c'est une marque qui a un positionnement qui est un petit peu, vous me passerez l'expression, mais le cul entre deux chaises, dans le sens où à l'époque, on a Ralph Lauren qui rencontre un franc succès, qui est une marque clairement destinée aux gens un petit peu aisés, et on a en face Tommy Hilfiger qui là est également une marque assez chère, mais plutôt orientée street si je puis dire. Et on a du coup au milieu Abercrombie & Fitch qui sait pas vraiment comment se positionner. Lorsque Mac Jeffries rachète l'entreprise, il va choisir de définir un positionnement vraiment beaucoup plus clair et beaucoup plus affirmé, et d'ailleurs même en rupture avec ce qui se faisait avant, avec le marketing qui était diffusé avant autour de la marque. Pour définir ces valeurs, ils ont tout simplement fait un tableau avec qu'est-ce que la marque était et qu'est-ce que la marque n'était pas. Et dans chaque ligne, ils analysaient par exemple si la marque devait être une voiture, quelle voiture est-ce qu'elle serait. En l'occurrence, elle était plutôt une sorte de pick-up, une Jeep, plutôt qu'une simple voiture lambda, une Twingo, une Clio. Si la marque devait être un animal de compagnie, qu'est-ce qu'elle serait? Elle serait en l'occurrence plutôt un Golden, un Labrador, plutôt qu'un Chihuahua. Voilà, et ils se sont posés toute une liste de questions comme ça, et ça leur a permis de définir les grandes lignes un petit peu, les grandes lignes directrices de leur marque, et de définir aussi l'orientation du coup de la communication. Ce tableau, c'est quelque chose de vraiment basique, mais je vous recommande vraiment de le faire. Ça vous aidera à y voir plus clair dans comment est-ce que je m'adresse à mon audience, comment est-ce que je vais parler à ma thématique, si je dois faire une publicité, quelle couleur est-ce que je vais choisir, quel visuel est-ce que je vais prendre, quel ton est-ce que je vais employer lorsque je vais écrire un email à mon audience. C'est des choses à chaque fois on en parle, ça paraît assez bateau de dire ma marque a telle valeur, elle s'engage pour l'environnement, etc. Mais le fait de faire ce travail et de vraiment se poser pour y réfléchir et définir quelque chose de très clair, ça vous aidera et ça rendra vraiment service à votre marque plus tard. En l'occurrence pour Abercrombie & Fitch, ça leur a vraiment permis de se démarquer de la concurrence et de sortir du carcan un petit peu du trio de marques dans lequel ils étaient un petit peu confondus, et vraiment de s'éloigner de tout ça. Le deuxième point, alors ça va rejoindre un petit peu le précédent, c'est tout simplement la formule de leur succès. Cette formule, elle tient en l'ajout de 4 ingrédients: l'héritage, plus l'élitisme, plus l'exclusivité, plus le sexe, égale des dollars. C'est vraiment sur cette addition-là que Abercrombie & Fitch s'est construit et que leur CEO, Mike Jeffries à l'époque, s'est appuyé pour développer la marque. On va maintenant analyser chacun des ingrédients pour comprendre vraiment qu'est-ce qui a fait le succès de Abercrombie. Donc le premier, l'héritage. Il faut savoir que déjà Abercrombie, c'est une marque qui est née en 1898 et qui à l'origine vendait essentiellement du matériel de camping, de tente, etc. C'est vraiment une marque, je dirais, qui était implantée dans le territoire et qui vendait des produits vraiment tout à fait classiques, en tout cas pour l'époque, et qui s'orientait plutôt sur le marché de l'outdoor. L'ingrédient de l'exclusivité et de l'élitisme, on va les analyser ensemble parce qu'honnêtement ils sont très étroitement liés. C'est une marque qui se voulait avant tout être destinée à des personnes de couleur blanche. Si on regarde les publicités jusque dans les années 2010, même peut-être un petit peu plus tard, sur les publicités dans les magasins, les gens qui portent du Abercrombie et qui sont affichés de façon publique avec du Abercrombie, c'est uniquement des personnes de couleur blanche. L'exclusivité, d'ailleurs, il l'a poussé même beaucoup plus loin, dans le sens où les personnes qui avaient un petit peu d'embonpoint, qui étaient un petit peu plus grosses, n'avaient tout simplement pas accès à la marque. Il y avait un choix qui était fait de façon délibérée de ne pas mettre à disposition des tailles plus grandes, et même de toute façon dans la communication, dans le marketing, encore une fois, dans les gens qui étaient en magasin,
toutes les personnes qui étaient plus ou moins les visages de la marque, c'était à chaque fois des personnes qui remplissaient ces codes-là. Le troisième point, on reste encore une fois dans la continuité de cet élitisme, de cette exclusivité dont Abercrombie fait preuve. C'est tout simplement le fait de choisir les visages de sa marque avec un soin, je dirais, le plus extrême, et surtout dans leur cas. Puisque il faut savoir que eux, lorsqu'ils choisissaient des vendeurs, ils avaient fini au fil du temps par établir une sorte de book dans lequel ils répertoriaient des critères physiques, critères ethniques, etc., de ce qu'ils attendaient, en tout cas au niveau de leurs vendeurs. Qu'est-ce que devait être un bon vendeur chez Abercrombie & Fitch? Donc on avait tout un tas de critères qui étaient passés en revue, la coupe de cheveux, la barbe, les choses qu'ils pouvaient porter en type d'accessoires, boucle d'oreille, foulard, etc. Est-ce que la personne a le droit de porter tel vêtement, quel genre de jean, quel genre de pantalon est-ce qu'elle doit porter? Tout était vraiment passé au crible, et si une personne sortait tout simplement de ces guidelines qui étaient définis, la personne était simplement exclue, voire pire, et c'est là où la marque est allée beaucoup trop loin. Ces personnes-là étaient reléguées à des postes beaucoup moins importants, beaucoup moins valorisants, puisque dans le sens où ceux qui remplissaient pas les critères pour être vendeurs, ils faisaient tout simplement le ménage, et ils travaillaient à des heures où on ne les voyait pas tout simplement. Donc c'est la partie un petit peu sombre de l'histoire de Abercrombie & Fitch, puisqu'au final ils ont vraiment poussé le bouchon beaucoup trop loin pour le coup, mais c'est quelque chose dont vous devez vous inspirer lorsque vous développez une marque. Les gens qui communiquent avec vos produits, qui utilisent vos produits, etc., qui le font publiquement, et lorsqu'il y a du marketing qui est fait avec ces personnes-là, ces personnes doivent être 100% en adéquation avec les valeurs de votre marque. Alors sans forcément tomber dans la discrimination comme ce que eux ils pouvaient faire, mais le faire de façon très rigoureuse. Si la personne ne partage pas vos valeurs, si son profil ne correspond pas, s'il y a le moindre élément qui sort un petit peu des lignes directrices que vous avez établies, dans ce cas ne travaillez pas avec cette personne, ce ne sera pas positif pour votre marque. Et le dernier point, c'est celui du recrutement, que ce soit à des postes clés, des postes décisionnels, exécutifs, ou même à des postes plus opérationnels. Typiquement, dans le cas d'Abercrombie, une des personnes qui a été assez décisive, bien que controversée, ça a été leur photographe, qui avait vraiment une vision très particulière de ce que devait être un petit peu la jeunesse dorée américaine, et qui devait du coup servir les intérêts de la marque. Et c'est lui, entre autres, qui a contribué au succès d'Abercrombie avec ses photos vraiment particulières. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un auteur américain, un marketeur américain même, qui s'appelle Seth Godin, qui s'inscrit parfaitement dans la continuité de ce documentaire-là. Cet homme-là a écrit plusieurs livres, dont 2 qui sont assez connus et que je vous recommande de lire, qui sont du coup La Vache Pourpre et Ça c'est le marketing. 2 livres qui rejoignent vraiment cette vision de comment est-ce qu'on développe une tribu, comment est-ce qu'on arrive à être clivant, comment est-ce qu'on fédère des gens qui vont nous suivre dans le temps et qui vont acheter de façon récurrente chez nous. C'est vraiment quelque chose qui me paraît vital aujourd'hui si on veut développer un business pérenne dans l'écosystème dans lequel on évolue, avec les nouvelles marques qui naissent pratiquement tous les jours sur le marché. Vous devez avoir des gens qui sont fédérés autour de vous, qui vous suivent, qui partagent vos valeurs, etc. et qui sont prêts à vous défendre si jamais on vous attaque ou quoi que ce soit. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Pour ceux également qui ont vu le film sur Netflix, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Encore une fois, d'un point de vue purement marketing, puisqu'au final c'est un petit peu ce qui nous intéresse nous sur notre chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.